Faut que tu enregistres. Voilà, c'est démarré. Ça y est. Bon, voilà. Donc, je vous ai tous réunis là parce qu'il se produit quelque chose d'important. C'est que la calculette a parlé. Vous vous rappelez que Galilée avait fait fonctionner sa lunette. Et la lunette avait révélé plein de secrets dans le système solaire. Mais là, cette calculette que vous voyez là, c'est l'instrument le plus précieux du monde moderne. Alors j'espère que vous avez tous une calculette scientifique avec des mémoires incorporées dans lesquelles j'ai mis les constantes de la physique. Voilà. Et alors quand on a appris que Kotov, c'était un astronome de Crimée, avec son collègue Liuti, avait observé que des quasars avaient une fréquence insensible à l'effet Doppler, et que la période c'était 9600 secondes, j'ai mis 9600 secondes là-dedans. Voilà. Et j'ai obtenu un grand nombre en comparant toujours avec la longueur d'onde Compton de l'électron. Hein. Bon, j'ai multiplié par C, et j'ai obtenu un grand nombre voisin du grand nombre de centrales de la physique que j'ai aussi là-dedans. C'est la masse de Planck sur la masse de l'électron. J'ai fait le rapport pour voir. Ça m'a pris 3 secondes. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, la masse de Fermi par rapport à la masse du proton. Voilà. En 3 secondes, si vous voulez, les gens qui sont équipés font parler leur calcul. Donc, il faut absolument que tous vous procuriez une calculette, Casio, c'est la meilleure marque, avec, moi j'ai 25 mémoires enregistrées. Voilà. Bon, donc quel est le résultat de tous ces calculs que j'ai faits? Ah ben, les nombres ont parlé, c'est-à-dire que maintenant le cosmos devient compréhensible. D'où le thème de ce petit débat là ce soir. Hein. Est-ce que le cosmos est compréhensible? Est-ce que vous avez bon, je vais expliquer comment je vois la chose, puis après vous poserez des questions. Donc maintenant, j'estime que le cosmos et l'univers forment un couple. Alors qu'est-ce que c'est que l'univers? L'univers, c'est tout ce qu'on peut voir à la vitesse c. L'univers est défini par la vitesse c, petit c. Je dis petit c parce qu'il y a un grand c. C'est le Coulomb. C'est le Coulomb. Pardon? C'est le Coulomb, le grand C. Non, grand C, on oublie le Coulomb. Le Coulomb, c'est une unité arbitraire que j'ai fait sauter. Hein, on y revient, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais noter la question du Coulomb. Voilà. Donc, j'en parlerai. Bon. Donc, le cosmos est régi par une super vitesse grand C qui vaut 10 puissance 61 fois la vitesse lumière. Ça va très très vite. Hein. Et ce qui permet d'assurer une cohérence d'ensemble à la fois à l'univers et au cosmos. C'est-à-dire vous avez le couple cosmos-univers. Alors qu'est-ce que c'est que ce couple? Eh bien là, les nombres ont parlé, c'est un spectacle. Donc vous êtes tous invités au spectacle. Ben oui, parce que vous avez tous été voir des feux d'artifice quand vous étiez petits. Vous avez aimé ça. Hein. Surtout la compagne de Jeff, sûrement, comme elle est chinoise, elle adore les feux d'artifice, sûrement. Ouais. Bon. Donc, c'est eux les inventeurs, il me semble. Ouais, voilà. Donc les Chinois avaient de l'avance là-dessus. Mais les gens sont fascinés par le fer. Et les gens maintenant sont fascinés par les supernovas. C'est pareil. Donc les supernovas, ce sont les feux d'artifice du cosmos pour nous éblouir. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire de la vie, tout ça, tous les diplodocus, tous ceux qui ont, toutes les bestioles qui ont fourmillé pendant tous les anciens âges, c'était aussi une histoire pour amuser les humains, pour vous occuper. La preuve, les enfants, qu'est-ce qu'ils adorent le plus? Des dinosaures. Ouais, on a bien la preuve. Hein. Voilà. Donc, il y a une espèce, chez les humains, il y a une espèce de besoin artistique et scientifique, et les deux sont liés. Donc, je vous signale que je rejoins les deux, hein, parce que la science devient un art, et réciproquement. Voilà. Donc maintenant, alors, les calculs sont très nets. Il se trouve que la Terre a des dimensions qui ne sont pas normales, ni la Lune, ni le système solaire. Autrement dit, notre système solaire est unique. Donc,
Nous sommes uniques dans le cosmos univers. Voilà. On est tout seul. Alors, c'est pas la peine d'envoyer des messages comme ils font tout à droite, à gauche. On est vraiment tout seul, puisque là, les nombres ont parlé. Je vais vous expliquer en gros là comment j'arrive à cette conclusion. Mais c'est que, en plus, ce message numérique est inscrit dans la grande pyramide. Alors, vous savez tous que les gens, ils ont essayé de trouver le nombre d'or et puis le nombre de pi dans la grande pyramide. Ils avaient raison. Ça se confirme complètement. Mais il y a plus. Il y a aussi le nombre 138. Je vous signale que la hauteur de la pyramide, elle a été coupée volontairement en haut, hein, à 138,00 mètres. Et 138, comme vous le savez, c'est 137 plus 1. Alors, est-ce que c'est du hasard? Non. Parce que si jamais un jour vous allez près de la pyramide de Khéops, qu'est-ce qui va vous frapper? C'est son volume. Les gens n'ont pas calculé le volume. Oh! Si vous calculez le volume d'une pyramide, je vous signale la formule, hein, vous multipliez la surface. C'est un carré de côté 230,4 mètres. Voilà. Et la hauteur, c'est 146,6 mètres. Avant qu'elle soit tronçonnée. Je parle de la pyramide complète. Voilà. Alors, quelle est la formule d'une pyramide? Le volume. Vous multipliez la surface par la hauteur et vous divisez par 3. N'oubliez pas de diviser par 3. Et qu'est-ce que vous trouverez? Ben, vous trouvez 138 multiplié par 137 au carré. Voilà. Alors, ils n'ont pas vu ça pendant un siècle parce que les gens, les fameux numérologues, là, ils ne connaissaient pas le 137. Et pourquoi ils ne connaissaient pas le 137? Parce que le système scientifique, ils ont buté sur le 137 au début du siècle. Mais comme ils n'arrivaient pas à l'expliquer, ils l'ont camouflé dans un système d'unité avec des coulons, etc. Donc le 137 est caché dans le système d'unité. On y reviendra si vous avez des questions là-dessus. Le système d'unité est totalement aberrant. Alors, il y a d'autres vérifications. Dans la grande pyramide, il y a une chambre du roi. Bon. Eh bien, cette chambre du roi, le plancher, c'est un rectangle de 10 coudées sur 20 coudées. Qu'est-ce que c'est que la coudée royale? La coudée royale, c'est égal au mètre divisé par 6 sur pi. Qu'est-ce que c'est que ce 6 sur pi? Figurez-vous qu'il figure dans la Bible comme l'un des paramètres importants. Et le 137 figure aussi dans la Bible. Voilà. Donc, très curieusement, les gens n'ont pas trop fait le rapprochement, à part un certain Charles Hellette. J'en parle dans l'article que vous avez tous reçu. Il y a un gars qui s'appelle Charles Hellette, il a remarqué que le 137 est plusieurs fois dans la Bible. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes à 137 ans. Hein. Il y en a même un que sa femme est morte à 127 ans, mais lui, il avait 137 ans à ce moment-là. C'est-à-dire que 137 moins 10 égale 127 est très important. Pourquoi? Parce que 10, c'est la somme de 3 plus 7, qui sont deux nombres de Mersenne, et 127 aussi. Donc les nombres 3, 7 et 127 sont des nombres de Mersenne étagés. Si vous partez du... Mais le 3 et le 7, ça ne donne pas la tétractise? Ben si, très bien. Oui, votre remarque, oui. Oui, je vois que je vous présente Laurent. Laurent, il me suit depuis longtemps. Ceux qui ne l'ont jamais vu, il s'est caché là parce qu'il n'y a pas de micro, il n'a rien. Mais il m'a bien aidé. C'est lui qui a dessiné l'axe topologique. Attention. Je l'ai mis dans les remerciements. De même que Joël Croissant. Joël Croissant va nous rejoindre sûrement, il est en retard. En vrai, c'est aussi un informaticien. Donc, Laurent Guéraud, il touche sa bille en informatique. Il m'a bien aidé. Il m'a fait des schémas. Donc voilà. Donc, tu m'as coupé, Laurent. Qu'est-ce que je disais juste avant? Tu parlais du 7, du 3 et du 128. Bah oui, bah évidemment. Attendez. Il faut revenir au yin et au yang. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est que cette dualité du yin et du yang? Ça, c'est surtout dans les philosophies orientales. Hein. Alors, le 2, c'est le principe féminin, le 3, le principe masculin. Quelle est la relation entre ces deux nombres?
Ben, 3, c'est le nombre de Mersenne associé au 2, puisque 2 puissance 2 moins 1, c'est fait 3. 2 puissance 3 moins 1, ça fait 7. 3 plus 7 égale 10. La tétractisse. Et c'est très important de dire que 3 plus 7 égale 2 fois 5. Vous avez comme ça une relation fondamentale entre des nombres, les 4 nombres non divisibles. Les mathématiciens disent premiers. Bon, mathématiciens, ils ont toujours des définitions foireuses. Il faut dire que ce sont des nombres indivisibles. Donc, et ça, alors je vous signale que le cosmos est basé sur ces 4 nombres, 2, 3, 5 et 7. Mais 2, il est divisible. Non. Qui c'est qui a dit ça? Ben, c'est un nombre pair. Eh bien, justement, c'est le seul nombre pair qui n'est pas divisible. Oh là 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 là. Il est divisible que par lui-même. Ça compte pas par lui-même. À ce moment-là, tous les nombres sont divisibles. Oh. 2, le seul. Tu as raison. Ouais, mais c'est le seul. Pair qui soit indivisible. Ben oui, 2 est spécial. Alors, 2, je vous explique. Le 2, c'est la base. Donc, il se rapproche du 1. C'est la. Quoi? Tu dis? Non, parce que tu disais que concernant la théorie des cordes, ça commence à 2. Ben bien sûr. 2, pourquoi 2? 2, c'est la base la plus simple. La preuve, les informaticiens comme vous autres, là, vous êtes tous en base 2. Ben oui, mais 3, c'est la base la plus optimale. Et il y a certains informaticiens qui travaillent dessus. Ils veulent des systèmes triples. Pas des systèmes binaires, mais des systèmes à 3 positions. Pourquoi? Parce qu'on obtient beaucoup plus de combinaisons faciles pour que tu montes le 5. Qu'est-ce que tu as une question? Attends, Jeff a une question. Tu as quelque chose à dire? 5, c'est une base aussi, oui, c'est ça que tu veux dire. Ouais, d'accord. Les Chinois, ils calculent en base 5. Bon, d'accord. Alors, la base 5 existe dans la musique. Et ça ne m'étonne pas que les Chinois calculent en base 5, parce que les Chinois ont toujours été avance dans la musique. Ouais, mais attends, parce que l'autre jour, moi j'ai vu votre vidéo, oui, et ça m'étonne que vous n'ayez pas parlé du boulier chinois la fois dernière. On ne peut pas tout faire, Laurent. Oh, doucement. Mais attends, pourtant le boulier chinois. Oui, c'est des belles boules, je sais. Oui, mais c'est une machine à calculer. Hein. Oui, d'accord, mais il y avait plus puissant, il y avait la machine de Pascal. Un jour, ouais, mais ça préexiste la machine de Pascal quand même. Bref, non, mais retenez. Alors, ça m'étonne que tu t'es pas penché là-dessus. Hein. Oui, parce qu'il y a plus important. Écoutez bien, parce que le 137, il figure à l'autre bout de l'Égypte. Hein. Faut pas rester collé contre la pyramide. Il faut filer à Karnak. Et qu'est-ce que vous allez constater en rentrant dans le temple d'Amon? Là, il y a un premier grand portique. Bon, vous entrez dedans. Il y a des sphinx, des espèces de. Il y a des statues un peu partout. Bon, vous passez. Vous voyez un deuxième grand pylône. Et là, vous rentrez. Et qu'est-ce que vous allez tomber sur quoi? Ben, une forêt de colonnes géantes. Alors, ça existe là depuis 40 siècles. Là. Il y a une forêt de colonnes géantes. Et les gens, ils n'ont pas compté les colonnes. Ils n'ont pas vu que c'est un message numérique direct. Parce que dans la pyramide, le message numérique, il est caché. Mais là, le message numérique, il est clair. Pourquoi il est clair? Parce que vous avez 134 colonnes géantes. Et c'est quoi le 134? Et c'est 7 plus 127. Voilà. Alors pourquoi ils n'ont pas mis les 137? Parce que comme c'est un nombre impair, on ne pouvait pas respecter la symétrie divine qui dans tous les monuments, il faut que ça soit symétrique par rapport à un axe. Donc, ils ont séparé, c'est pour ça que c'est entre le deuxième et le troisième pylône, donc le 3 est bien là avec le 2, et à l'intérieur du deuxième et du troisième pylône, vous avez 134 colonnes. On ne peut pas être plus clair. Alors, est-ce que c'est vrai ce mensonge-là? Oui, c'est vrai, parce que quand vous arrivez à la façade, il y a une rangée de 16 colonnes qui sont séparées en 2 fois 8. Hein, donc. Mais les 8 sont séparés en 7 colonnes, plus une ultra géante. C'est-à-dire que 7 égale 8 moins 1. Donc c'est illustré devant vos yeux, il faut vous y retourner si vous n'avez pas été là-bas. Hein? Bon, Jeff, il faut que tu prennes tes valises, bientôt quand on pourra, tu files là-bas et tu nous fais un rapport.
Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit. Je vais revenir à la pyramide de Khéops. Quand vous verrez la pyramide de Khéops, il faut bien regarder le sommet. Parce que le sommet, il a été coupé de manière volontaire, juste à 138 mètres de hauteur. Mais la partie coupée, figurez-vous que c'est 8,6 mètres, c'est-à-dire 16 coudées, comme par hasard. Et quand vous calculez le volume du pyramidal manquant, vous tombez sur 495. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la racine carrée du boson de Higgs. Alors, autrement dit, grâce au nombre, comme on peut à ce moment-là obtenir une relation, parce que ça fait aussi un triangle d'or. Vous savez ce que c'est qu'un triangle d'or? C'est un triangle rectangle, hein, de côté 1, racine de phi, et l'autre, et l'hypoténuse phi. 1 racine de phi et phi. Parce que 1 au carré, ça fait 1, racine de phi au carré, ça fait phi, 1 plus phi égale phi 2. Donc, autrement dit, voilà, la physique nucléaire est basée, maintenant je sais, hein, puisque 8,6, si vous voulez vous dire, c'est la constante nucléaire, hein. Donc c'est le fameux tétractiste diminué, hein. Normalement, ça doit être 10, et ça c'est réduit, hein. On passe à 8,6, qui est à peu près le produit pi par E. Ouais. Bon, donc, autrement dit, ce pyramidal manquant nous donne une relation directe, tenez-vous bien, hein, entre la constante nucléaire et le boson de Higgs qui cherchent depuis déjà des années et qui ne se trouveront pas avant 40 siècles encore. Tels qu'ils sont partis, je vous signale qu'il y a le système scientifique, il s'est mis dans une grosse impasse. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les formalistes. Et les formalistes, le roi des formalistes, c'était qui? C'était Einstein. Il ne fallait pas suivre Einstein. Il fallait suivre Poincaré. Parce que je vous signale qu'il y a deux types de relativité, hein. Il y a la relativité de Poincaré, dans lequel il dit il y a un référentiel fixe, et à partir de celui-là, on peut se déplacer à vitesse uniforme, les lois seront les mêmes. Et quelle est la relativité d'Einstein? Ben, il a dit tous les référentiels en mouvement sont équivalents, donc pas de référentiel fixe. Or, maintenant, l'observation donne raison à Poincaré, parce que maintenant, on connaît notre vitesse absolue. Alors, je vous signale qu'on se dirige actuellement, non, notre Soleil, plus exactement, non, notre système de galaxies, hein, le groupe local, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est le groupe local qui compte, se déplace à 600 km par seconde vers une direction très précise, mais notre Soleil se déplace à 300 km dans l'autre sens, donc notre vitesse brute, c'est 300 km par seconde. Voilà. Bon, vous ne trompez pas dans les chiffres, mais si vous oubliez les chiffres, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre que la relativité s'applique au niveau local, mais pas au niveau de l'univers. Voilà. Pourquoi? Parce que ça s'applique au niveau local par rapport au référentiel basé sur l'univers. Mais on ne peut pas appliquer la relativité à l'univers lui-même. Et c'est là qu'ils se sont trompés. Il fallait rester dans l'univers absolu de Poincaré. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que le principe, donc j'ai introduit un nouveau principe qui s'appelle le principe anthropocosmique. Ça veut dire que l'homme est seul spectateur de l'univers et du cosmos. Voilà. Et que ce principe-là, on peut l'appeler le principe absolu. Donc, on rétablit le principe de l'absolu. On ne dit pas, comme tout le monde a dit pendant un siècle et des poussières, tout est relatif. Hein, c'est facile à dire, tout est relatif. Gna, gna, gna. Bon, finalement, alors ils sont arrivés. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc, je vous résume la situation. Einstein et ses collègues ont appliqué les équations de la relativité générale à l'univers, et alors Einstein était complètement planté, et tous les autres après. À un moment donné, quand on lui a montré qu'il y avait des galaxies qui se fuyaient, Einstein ne voulait pas croire les calculs, il a cru qu'il y avait des erreurs, il s'est complètement trompé. Après, quand il a admis ces erreurs, il n'a pas vu que c'était le terme que Hilbert lui avait dit d'ajouter dans les équations pour avoir une force répulsive. Il n'a pas vu que cette force répulsive expliquait la résection des galaxies. Mais cette force répulsive,
impliquait que les galaxies lointaines étaient accélérées. Ils n'ont pas cru. Ils ont cru bêtement que c'était le Big Bang, et le Big Bang, dans le Big Bang, les galaxies lointaines doivent se ralentir. Donc, le fait, quand ils ont observé au début du siècle, les années un peu avant, ils ont vu qu'il y avait une accélération des galaxies, ça réfutait le Big Bang, et ça rétablissait la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite pour arranger ses équations, mais Einstein, il a raté son erreur. Einstein, il a dit, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Non, c'était la meilleure chose qu'il avait fait. Il n'a même pas compris son erreur, pauvre Einstein. Alors, vous voyez le niveau. Alors, donc, ce qui est embêtant, c'est qu'on a élevé Einstein sur un piédestal comme un grand génie, alors que tout le monde sait que tous ceux qui ont lu L'Aveugle en particulier, Jeff, hein, t'en es où dans ta page de L'Aveugle? T'as avancé? Bon, tout le monde qui a lu L'Aveugle, il a tout détaillé. Sa femme est d'origine allemande, alors il a exploré tous les textes en allemand, il sait tout. Ouais, merci, c'est très bien là. Hein. Je l'ai reçu, je suis en train, mais ce matin tu m'as envoyé autre chose que j'ai tiré papier, que je suis en train de lire. Très bien, merci. Hein. Prends ton temps pour le lire, hein, de toute façon. Merci Francis. Oui, je t'en prie. Ouais. Alors, quelles sont... Merci moi, j'ai à peu près fini sur l'état de la question. Donc, moi, voilà ce que j'affirme. J'affirme que l'univers est compréhensible. La preuve, c'est que j'ai tout compris. Et que c'est en plus que c'était pas difficile. Attention. J'ai pas utilisé de gros raisonnements très foireux, très compliqués. Ce sont des raisonnements très simples. Comme la calcul 3 minutes que j'ai fait, je vous le rappelle. Hein. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, tiens, bon, j'ai un peu de temps à année sabbatique, je vais utiliser la combinaison des constantes universelles. Et j'ai enlevé le C, voilà. Ouais, mais alors, attends, j'ai une question pour toi. Bon, vas-y. Que se serait-il passé si tu n'avais pas été en Égypte? Mais ça n'a rien à voir. Ah bah attends, ça n'a rien à voir, c'est toi qui n'arrête pas de nous parler. Mais non, je voulais voir le Nil. Pourquoi? Parce que je vous expliquais. Je voulais me rendre compte comment le Nil coulait. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Que figurez-vous que le mètre, la fameuse longueur que vous connaissez tous, le mètre, hein, vous avez tous gobé qu'elle avait été créée à la Convention. Hein, vous avez tous gobé ça. Parce qu'on vous l'a rabâché dans votre... Qui c'est qui... Ah, il y a quelqu'un qui... Ah, bon, ouais. Bon, eh bien, figurez-vous que le mètre était connu des Égyptiens. Voilà. Et même, alors je précise, il était connu avec une précision 4 fois supérieure à celle du mètre de la Convention. Il y a tous les chiffres dans le papier. Hein. Ouais, mais le mètre de la Convention, il est défini bêtement. Alors, ouais, mais il bouge tous les 4 ans quand ils font leur réunion. Donc, non, mais laisse, attends. Le mètre de la Convention a été défini par rapport au méridien terrestre, qui faisait, soi-disant, 40 000 km. Maintenant, il fait 40 008. Il y a 8 km dans la vue. Hein. Bon, tandis que le mètre égyptien, il n'a que 2 km dans la vue. Alors, comment ils ont fait, les Égyptiens, je vous signale, hein, c'est simple. Ils ont regardé les felouks. Quand ils avaient un ponton sur le Nil fixe, ils regardaient une felouque qui s'éloignait. Et à un moment donné, la felouque, elle disparaissait à l'horizon. Et ils ont mesuré la distance à laquelle ça se disparaissait. Ils ont choisi le nombre 3570. Vous pouvez le marquer, celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce nombre? Alors, figurez-vous que ce nombre-là, c'est le nombre cosmique qu'on avait défini dans notre article. On avait fait un article sur l'unification de la science. Et on a défini ce nombre-là comme le nombre voisin du tau. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a l'électron a 2 frères, un frère lourd qui est le muon et un frère super lourd qui s'appelle le tau. Et la masse du tau est voisine de 3570. Et 3570, devinez qu'est-ce que c'est? C'est 210, c'est-à-dire à peu près la masse du muon, multiplié par 17. Et qu'est-ce que c'est que 17? Tous ceux qui ont fait un peu de nombre, moi le 17, je sais ce que c'est tout de suite. C'est la somme des fameux 4 indivisibles. Voilà. Et 210, c'est le produit des indivisibles. Autrement dit,
3470, on a démontré là dans l'article, vous avez les références dans l'article, hein, en français, mais on a démontré dans l'article en anglais, qu'on a publié dans le journal de mathématiques pures, là, ce nombre-là a des propriétés arithmétiques fantastiques. Et figurez-vous que, donc, 15 jours après, ou un mois après, je tombe sur un document fait par un égyptologue. Ça, c'est grâce à Tasso, c'est Tasso qui m'a branché là-dessus. Il va nous rejoindre, Tasso. Et donc, qu'est-ce que je découvre? Je découvre que le mètre égyptien était défini par la hauteur à laquelle tu vois une felouque disparaître à 3570 mètres. C'est la hauteur d'1 mètre à laquelle tu vois disparaître la felouque. Voilà. Et c'est très, très précis. Voilà. Et ça donne pile le rayon de courbure au niveau de l'Égypte. Parce que ça varie. Là, quelqu'un a dit que c'était pas une vraie sphère. Oui, il a raison. Hein. Il y a une formule complexe qui donne le rayon de courbure à chaque latitude. Et là, la latitude, c'est 30 degrés. Hein. Donc c'est facile. Hein. Le sinus de 30, c'est 1,5. Il y a le sinus qui intervient là-dedans. Bon, vous trouverez la formule dans l'article que je vous ai envoyé. Si ça vous intéresse d'étudier l'ellipsoïde terrestre, vous avez toutes les formules là-dedans. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors là, ça devient délicat, je peux vous dire tout de suite, parce que le fait que 137 ait été connu des Égyptiens, c'est une évidence que j'avais vue tout de suite. Pourquoi? Parce que moi, j'avais ajouté les inverses. Moi, je suis très curieux avec les nombres. J'ai pris 1 plus 1,5 plus 1 tiers. Oui, mais c'est normal, les Égyptiens, ils utilisent des fractions. Alors. Voilà, des Égyptiens n'utilisaient que des fractions avec un numérateur entier, que des rapports d'entiers, tout le temps. Donc, quand vous ajoutez les 5 premiers, vous trouvez combien, Laurent? Tu vois, tu parles beaucoup et tu dis tu sais rien. Vous trouvez 137 sur 60. Et qu'est-ce que c'est que 60? 60, je suis désolé, mais c'est le nombre de secondes, tout ça, c'est le nombre babylonien. Hein. C'est un nombre extrêmement divisible, 60. Oui, mais 60, c'est la base justement des Babyloniens, ils utilisent les bases 60. Oui, c'est pour ça qu'on a conservé les 60 secondes dans la minute. C'est un nombre très divisé par 2, 3 et 5. Non, c'est pour ça que c'est bien. Mais le 137, alors le 137, il s'est passé une chose extraordinaire. Il est dans la Bible à plusieurs reprises, comme le fameux Charles Hellé dont je parle, qui a dénoncé qu'il y avait le 3560. Il a aussi dit le 137 est partout dans la Bible. Mais il a parlé de la Grande Pyramide, son titre de son bouquin, c'est La Grande Pyramide et la Bible. Donc il a regardé, il a trouvé le 137 dans la Bible, mais il n'a pas été foutu d'aller compter les colonnes de... Vous voyez, il y a des choses bizarres qui se produisent. Il n'a pas eu le courage de descendre le Nil, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais là, si vous voulez, je vous dis, le plan de la salle hypostyle, vous l'avez dans votre document, vous verrez, hein, c'est clairement représenté. Hein, au centre, il y a 2 grandes colonnes de 5, c'est-à-dire la tétractys. C'est 2 fois 5, c'est 3 plus 7. Voilà. Vous l'avez au centre. Bon. Puis il y a deux colonnes incrustées dans le mur. C'est-à-dire que 5, c'est 6 moins 1. Ça, on le sait, parce que 5 et 6, c'est un couple parfait. 6, les diviseurs, c'est 2 fois 3, et 2 plus 3 égale 5. Voilà. Donc vous avez un couple parfait. Alors vous verrez, je détaille dans l'article, là, il y a d'autres couples parfaits. Le couple parfait suivant, c'est 27-28. Bon, ça vous dit rien, mais c'est quand même important. Hein. Oh, c'est le cycle lunaire. Hein. Oh, attention. Et vous avez ensuite 495-496. Et c'est quoi le 496? Je vous le signale, c'est un nombre de dimensions qui a été repéré dans la théorie des supercorps. Et ils sont aperçus, c'est le 3e nombre parfait. Mais ils n'ont pas réalisé que le nombre subparfait, le 495, a des propriétés arithmétiques extraordinaires qu'on a dévoilées dans l'article du jour et qui étaient présents dans l'axe topologique. Alors, qu'est-ce que c'est que cet axe topologique? On va y revenir. Bien, ça, j'ai trouvé ça simplement en couchant sur le papier. Il fallait prendre une échelle double log, hein, parce que les nombres étaient très grands. Tous les nombres de la physique, les plus grands ou plus petits, puis j'ai vu que ça s'alignait. Et en regardant quels étaient les nombres, j'ai vu que ce sont les nombres de la théorie des cordes, dont les premiers s'identifient avec les séries spectroscopiques classiques. Attention, hein. Ça, Dominique Végel l'a engueulé parce que lui, il avait fait de la physique. Il n'a pas vu que les nombres 2, 6, 10, 14, ce sont les 4 premiers nombres de la série des tableaux de Mendeleïev et compagnie. Bon, bref.
Autrement dit, il y a une liaison directe qui est faite avec la théorie des corps. Alors, je vous signale, je vous rappelle que j'ai un illustre prédécesseur qui s'appelait Mendeleïev. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis les masses des particules en fonction des nombres entiers. Voilà. Et il a obtenu une périodicité. Il a vu une périodicité. Tandis que moi, ce que j'ai fait, j'ai vu aussi une périodicité pareille. Une périodicité qui est connue dans la théorie des corps. Ils savent qu'une certaine périodicité des nombres de dimensions forme une suite particulière. Et cette suite particulière, on la trouve dans l'axe topologique que j'ai trouvé à la main. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la théorie des cordes est réhabilitée. Parce que beaucoup de gens considèrent que c'est une impasse. Il n'y avait qu'à regarder mon axe topologique. J'ai fait la conférence au Collège de France. En 2004, je l'ai présenté. Personne n'a suivi. Ils ont tous ronflé dans la salle. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Or, dans cet axe topologique, là, vous pouvez voir, le 495 au carré est représenté directement. Donc, cet axe topologique avait anticipé, avait prévu ce nombre subparfait de 495. Donc, si vous voulez, on est on baigne dans la théorie des nombres. La théorie des nombres, si vous voulez, elle avait été développée au Moyen-Âge. Bon, il y avait le père Mersenne, justement, il a traduit les nombres de Mersenne. Et ils avaient rapidement déduit qu'ils étaient tellement particuliers que le nombre de Mersenne suivant, là, c'est de puissance 127 moins 1. Ils avaient déterminé sans ordinateur, c'est un nombre à 40 chiffres, qu'il était premier. C'était le nombre le plus célèbre des mathématiques. On va demander à... Dis donc, Jacques, toi qui es matheux, est-ce que tu l'as rencontré dans ta carrière fulgurante? 2 puissance 127 moins 1. Non. C'est Lucas qui avait démontré ça. Bon, il faut que tu te renseignes. Tu n'as pas fait de théorie des nombres, pas tellement, mais c'est normal. Pas beaucoup, non. Tu as fait des maths, mais pas de théorie des nombres. Bon. Alors, le 2 puissance 127 moins 1, tenez-vous bien, si vous multipliez par la longueur d'onde de Compton de l'électron, vous tombez sur le demi-rayon de Hubble. Voilà. Donc le rayon de Hubble, il y a facteur 2, ça fait 2 puissance 128. 2 puissance 128, c'est un nombre informatique. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez tous, vous avez des clés à 32 gigas. Bon, après, 64, 128, bon bref. Donc c'est toujours les puissances de 2, parce que 2 est la base la plus simple. Donc voilà, finalement, tout se recoupe. Bon voilà, alors la raison pour laquelle les gens n'ont pas vu les simplicités, parce que c'est très simple, les gens n'ont pas vu ça parce qu'ils ont tous suivi les formalistes, ils ont tous suivi Hilbert. Hilbert, c'est le cas le plus terrible. Hilbert, à un moment donné, il a énoncé 23 problèmes mathématiques, et le 6e problème, il a dit, bon, 6e problème, axiomatisation de la physique, en passant. Un mépris total pour la physique. Ce qu'on retrouve chez Grothendieck, vous savez, le grand mathématicien qui a trouvé des trucs géniaux. Bon, il n'a pas été foutu de faire un calcul de 3 minutes d'analyse dimensionnelle. Pourquoi? Parce que pour lui, la physique, c'était pas tellement intéressant. Il a essayé de faire un peu de biologie, mais il n'y arrivait pas. Bon. Donc, le fameux Grothendieck, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, là, et je me suis aperçu d'une chose. Ah, tiens, ah oui, voilà, il y a... Ah oui, c'est à 48 corrélations. Oui, c'est Laurent qui envoie, il y a 48 formules, mais maintenant on est passé à 5. Tu retardes, Laurent. Mais oui, mais attends, là il y a toutes les constantes, tout est. Oui, mais c'est bien, tu peux montrer ça, d'accord. C'était juste pour montrer qu'en fait, pour refaire les calculs, il n'y a pas besoin de se retaper toutes les. Non, oui, bon, ça c'était intéressant. Laurent a vérifié beaucoup de formules. Ça, c'est précieux aussi. Voilà, ça, c'est les tables de tous les résultats. Tu vois, 4 PQ, voilà. Donc, ça, c'est les formules. Oui, mais maintenant, il y en a 56 plus 2, parce que je vous signale, le fameux 6 sur pi là, des Égyptiens et des bibliques, 6 sur pi, je vous signale, c'est la sphère, le volume de la... Non, c'est la surface, le volume de la sphère de diamètre unité. Attention, c'est 6 sur pi. Non, c'est pi sur 6, je veux dire. Non, 6 sur pi. Et alors, l'inverse, pi sur 6, c'est le taux de remplissage du cristal cubique, le cristal le plus simple. C'est le taux de remplissage.
Du tout, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Parce que quand j'ai vu que le rayon, l'une des formules, il faudra que tu la retrouves, il y a une des formules, Ouais. c'est 6 sur pi puissance 137. Hein. Tu l'as là-dedans. Ah ouais, ben elle est là, attends, elle est là. Montre-leur à tout le monde qui voit que c'est pas des conneries ce qu'on dit. Hein. Attends, là, il y a la racine 137, à la Oui, 6 puissance sur pi. 137. C'est lequel tu m'as dit? Le 6 sur pi, il faut. Ah oui, mais ça, tu me l'as donné récemment, celle-là. Elle est nouvelle. Non, on l'avait trouvé très vite. Hein. Ah bon? Pourquoi j'ai. Attendez, je vous Attends. explique. Pourquoi j'ai trouvé très vite? Parce qu'il y a 56 formules que j'ai trouvées comme ça, là, en jouant avec les nombres. Hein. Attends, je regarde si elle est pas là. Ah bah là, il y a 2 puissance 137, là. Lambda bar E, 2 puissance 137. Tu le vois, là, celle-là? Mais non, Ouais. c'est pas celui-là. Oh. Non, mais d'accord. Il est bien, 2 puissance 113, il est bien, ça, c'est important. Après, tu as 2 puissance 128. Ouais, ah ben ça, c'est important, mais ça, on l'a dit tout à l'heure, ça, c'est le nombre de Fermat, le nombre de Lucas. Hein. Il y a aussi 6 sur pi. Alors, comment je l'ai trouvé, moi, gros Attends, malin? on peut faire le calcul en direct, si vous voulez. Non, mais ça va. Oui, on peut faire le calcul en direct, comme tu. Ah ben, on peut le faire. Ouais, bah, alors, bon, tu écris. Hein. Ouais, pour montrer à tout le monde. 6 sur pi. Écris 6 sur pi, on va voir. 6 sur pi. Ça fait combien déjà? Sur pi. Est-ce que tu peux le calculer devant tout le monde? Ouais. Ah oui, il est efficace. Ça, c'est mon meilleur élève, c'est Laurent. Il est unique. Il est très bon. Pourquoi tu mets NP? Ah oui, ils ont des écritures toujours. Il va mettre 1 heure. Bon, tu veux que je te le fasse en 3 secondes, là? Non, attends. Je peux te le faire là-dessus, hein? Oh là là, t'es lent. Attends, je vérifie juste si on a le pi. Non, attends. Il faut que je fasse un. Voilà, attends. Voilà, ça y est. Est-ce qu'on a le pi? Il n'a même pas mis pi dans les constants. Il y est le pi. Attends une seconde. J'espère. Il faut juste que je fasse ça. Parce que là, en fait, on a affaire à une machine virtuelle qui online. Bon, ben, tu pourras brancher les collègues là, sur cette machine-là après. Hein. On va tous les brancher là-dessus, ça peut être utile. Hein. Bon, ben, je vais vous le faire à la calculette parce que vous voyez. Bon, ça y est. Alors, attends. Alors là, je vais juste taper pi. Donc, c'est le pi. 3,14, 159. Ouais, mais attends, parce que nous, on a un pi. Bon. Pi égale combien, tu m'as dit? 3,14, 159. Je peux donner le chiffre d'après. Hein. Parce que moi, je suis rapide. Hein. 3,14, 159, 26, 54. Voilà. 6 sur pi, ça fait combien là? Voilà. T'as le résultat là. 1, 909, 85, il est boîte. T'as élevé à la puissance combien? Bah là, j'ai fait 6 sur pi là. Bon, maintenant, élève à la. Attends, maintenant, tu élèves à la puissance 137,11, qui est le rayon de bord par rapport à la longueur d'onde de l'électron. Puissance 137,11. Là, je fais en même temps, je trouve dans les 3,37, 10 puissance 38. Voilà, exactement. Très bien. Voilà. Il va le faire, voilà, tu vas trouver comme bah, vous le voyez là ou pas? Oui. 3,36, dites ouais, voilà. Bon, bah, tu multiplies par la longueur d'onde maintenant, la longueur d'onde comme tonne de l'électron. Ouais. Et c'est combien ça? C'est H bar sur MEC. Voilà. H bar sur la masse de l'électron. C'est lambda bar E. Lambda bar E. C'est H bar sur MEC, la formule la plus simple. Hein. Voilà. Fais-le. Là, on fait. Mais tu l'as. Tu l'as en mémoire, ça. Lambda bar E. Ouais. Bah, ça y est. Bon, vas-y, multiplie, tu vas voir, voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est le rayon de l'univers. Voilà. En mètres. Alors, s'ils ne sont pas convaincus, tu calcules en années-lumière maintenant, s'il te plaît. Ouais. Et ben là, c'est bon, là, tu vois, c'est divisé. Est-ce que tu l'as, les années-lumière dans ton... J'ai tout. Bon, ben vas-y, fais la conversion. Ouais.
Ah non, attends, je vais me tromper. C'est divisé, oh là là. Ah voilà, 13,77. Voilà. C'est en milliards d'années-lumière. 17 milliards, oui. Ouais, Voilà, c'est les fameux 13,8. C'est des gales. Voilà, non, voilà. Est-ce que vous êtes convaincu maintenant? Est-ce que quelqu'un n'est pas convaincu dans l'assistance? Voilà. Donc c'est la formule la plus belle qu'on peut imaginer. Hein. Le rayon de l'univers divisé par la longueur d'onde de Compton est égal à 6 sur pi puissance le rayon de bord divisé par la longueur d'onde toujours des électrons, c'est-à-dire 137,11. C'est 137 multiplié par h sur p. Il y a une correction de masse. Voilà. Bon, bref, alors donc là, si vous n'êtes pas convaincu, c'est plus la peine d'assister. Hein. Voilà. Donc là, c'est. Alors, ce que je vais faire, je vous signale quelque chose d'intéressant, c'est que moi, quand j'ai trouvé cette formule-là, parmi les 56 que j'ai trouvées, moi, simplement, j'avais pris la racine 137e pour voir. Puis j'ai vu que 1,9, j'ai vu tout de suite que c'était 6 sur pi, hein, ça se voyait. Bon, ouais. Mais après, quand j'ai appris cette histoire d'Égyptiens et de Bible, et puis j'ai regardé avec les cristaux, j'ai vu, c'est le taux de remplissage d'un cristal cubique. Donc j'ai regardé les taux de remplissage des autres cristaux les plus simples, cubiques centrés et hexagonales, et donc j'ai retrouvé encore deux autres formules qui sortent aussi. Autrement dit, l'univers est vraiment basé, il y a deux formules en plus. Hein. C'est 56 plus 2 maintenant. Bon, bref, on mettra ça à jour. Hein. Ouais. C'est vrai, il y a des belles formules. Là-dedans, il y a le 2 puissance 137 qui est pas loin, hein, exact. Ouais. Bah ouais, tu l'as vu. Tu as bien fait de le rappeler à tout le monde. C'était important, ça. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ben oui, parce que 1,7 pi, 6 sur pi, c'est voisin de 2. C'est pour ça que tu as 2 puissance 100. Que 2 puissance 137, il est aussi intéressant. Voilà. Et c'était 6 sur pi, il est magnifique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la coudée royale, eh bien, c'était une unité liée au mètre. Donc, les Égyptiens avaient deux unités formidables. Et je vous signale que les bâtisseurs de cathédrales, ça a été oublié, hein, les bâtisseurs de cathédrales utilisaient les deux, la coudée royale et le mètre. Donc, on vous a depuis le début. Hein. Bon, maintenant, vous pouvez peut-être poser vos questions, mais tu as bien fait de. Tiens, tu peux pas montrer l'axe topologique pendant que tu es là? Ouais. C'est toi qui l'as créé. Donc, c'est Laurent qui a créé l'axe topologique. C'était pas facile. Il a mis 6 mois. Hein. Non, c'est pas ça. Parce que tu m'as tanné. Hein. Ben voilà, j'ai pas arrêté de le tanner. Parce qu'il y a. Alors attends, quand même, on peut revenir à la formule principale. Oui, ben ça, c'est l'une des. Ça, c'est la plus importante, il a raison. C'est la première, celle-là. Voilà, c'est 3 minutes pour trouver ça, voilà. Alors, le facteur 2 a été expliqué parce que dans les formules de densité de rayon critique, c'est le R sur 2 qui apparaît. Donc, le 2 est tout à fait normal. C'est les demi-rayons qui apparaissent. C'est H bar 2 sur G, ME, MP, MN, bon, les 3 particules principales de la physique atomique. Ça m'a pris 3 minutes. Le temps de résoudre les 3 équations à 3 inconnues pour avoir les coefficients de H bar de G et de M. Et les coefficients de M, c'était au cube, comme par hasard. Et j'avais 3 masses. Donc, c'est la plus belle formule de l'histoire des sciences. Hein. C'est génial. Hein. Voilà. Alors, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Voilà. Ah, si vous prenez la masse de Nambu, ouais, ça c'est important. Cette formule-là, vous remplacez le produit des masses par la masse de Nambu. La masse de Nambu, c'est 137 fois la masse de l'électron. Elle est très connue en physique des particules. Vous obtenez une valeur voisine, mais qui est le rayon hologramme réduit du cosmos. Donc d'un côté, vous avez l'univers, de l'autre côté, vous avez le rayon réduit du cosmos. Et le rayon du cosmos se déduit à partir de celui-là par une formule directe très simple. Voilà. Et alors, j'ai appliqué, pour trouver la formule directe, j'ai appliqué le principe holographique. Qu'est-ce que dit le principe holographique? Je vous signale qu'il remonte à Archimède. Hein. Qu'est-ce qu'Archimède a mis sur sa tombe? Ça, vous ne savez pas. Il a mis la surface d'un cercle est égale à la moitié de son périmètre. Quand un cercle a une dimension unité. Parce que le périmètre, c'est 2 πr. Hein, et alors, la surface, c'est πr2. Si vous faites r égale 1, vous avez d'un côté 2 pi, l'autre 2 pi.
le facteur 2 que vous avez là, je vous signale qu'il suffit d'écrire que c'est 2π sur π. Hein. Et vous avez à ce moment-là un périmètre qui est égal à une surface. Et ça, c'est ce qu'on appelle une équation intégrale qui s'oppose des équations différentielles. Donc, ils sont tous partis sur des équations différentielles, alors que les équations les plus simples qu'on peut imaginer résolvaient toute cette histoire de couple univers-cosmos. Bon, alors maintenant, je vais vous laisser poser des questions, je vais les noter, vos questions. Hein. Donc, Jeff, qu'est-ce que tu en penses alors? Ah, là, par contre, là, je fais figurer la formule d'Eddington qui utilisait le 136 et toi, tu nous parles du 138. Ah ben, disons que le 136... Ah oui, alors Eddington avait singularisé le 137 en disant c'est 136 plus 1. C'est intéressant parce que 136, je vous signale, dans la matrice, c'est-à-dire le carré de 16 par 16, quand vous avez une matrice symétrique, vous avez 136 composants hein, indépendants. Voilà. C'est 120 plus 16. Voilà. Et alors, donc, au début, Eddington s'est trompé. Il a dit, tiens, le coefficient électrique doit être 136. Après, lors des mesures, ils ont vu que c'est plutôt voisin de 137. Alors, il a rajouté 1. Il a trouvé une astuce pour ajouter une unité. Et enfin, 137 était quand même mieux parce qu'il est indivisible. Donc, il forme une entité solide. Tandis que le 136, ben, c'est un nombre triangulaire. Hein. Donc, c'est 16 fois 17 sur 2. Donc, il est extrêmement divisible. Enfin, il y a le 17 quand même. Hein. Le 17, on a vu qu'il est canonique. Bon, ouais. Bon alors, donc, alors là, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire quand même dans cette étude. Tout ce que je vous ai dit, c'était facile. Tout. Même une bête l'aurait fait, à la limite. Mais il y a une chose qui était très dure, que j'ai rien compris comment il a fait. Eddington a donné le nombre d'atomes dans l'univers visible. Et qu'est-ce que c'est? C'est 136 multiplié par 2 puissance 256. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que 256? Ben, c'est 16 au carré. C'est le nombre de composants initiaux dans la base matrice 16-16. Bon, c'est la formule la plus simple qu'on peut imaginer. Et figurez-vous que ça donne mieux que le millième près. Ça donne l'équivalent de neutrons masse dans l'univers visible. Voilà. Vous vous rendez compte que le nombre, bon, il pensait que c'était le nombre d'hydrogène, c'est le nombre de neutrons a été prévu dès 1940 par là. Non, on est 1936 par là. Voilà. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il s'est passé une chose. Il y a eu une séparation dans les milieux scientifiques. Il y a les scientifiques professionnels qui ont dit ceux qui font des études directes, d'étudier les nombres et les grandeurs numériques, ce sont des numérologues, ils ont dit. Ce ne sont pas des vrais scientifiques. Ils ont repoussé, donc ils avaient repoussé Eddington, ils ont dit, pourtant c'était le meilleur physicien de l'époque, hein. Ils ont dit, ben, il a pété les plombs, à la retraite, il a fait n'importe quoi, alors qu'il avait tout prévu, à la fois le rayon de l'univers et le nombre d'atomes. Vous vous rendez compte? Alors moi, j'ai jamais compris comment il a fait. Alors j'ai demandé à des collègues matheux de s'en occuper, je leur ai transmis les théories d'Eddington, on a la théorie fondamentale en anglais, un peu compliqué, hein. Mais on a toutes les bases pour redémontrer ce résultat. C'est le résultat le plus fantastique que j'ai jamais vu. Parce que moi, ce que j'ai fait là, une bête aurait pu le faire. Hein. Ben oui, une petite bête, c'était tellement... Il n'y a rien de génial là-dedans, hein, je vais vous dire. Hein. Il n'y avait rien de génial. Tout ça, c'est intuitif, c'est facile à comprendre et facile à vérifier. La preuve, c'est Laurent. Laurent a tout vérifié. Hein. Oui, alors, il a trouvé il y a des formules extraordinaires. Oui, voilà. Donc, autrement dit, cette promenade à travers des nombres de la physique a donné des résultats. Montre l'acte topologique. Je le montre. Attends, une seconde. C'est le plus beau. Attends, j'arrive. Tu te fous tout le temps. Attends, une seconde. Il est lent. Laurent, il est bon, mais il est lent. Hein. Quand vous lui demandez quelque chose, il faut prévoir une semaine à l'avance parce que hein, il est tellement. Il est là. Il arrive. Sacré Laurent.
Il me fera toujours rire. Ah, ça y est, il est là. Attends. Montre je la le partage. beauté. Je vous le partage. Il est là. C'est une extrême beauté, vous allez voir. En fait, pendant qu'on est là, Jacques, comment on fait pour. Moi, si par exemple, je voulais montrer l'axe topologique, est-ce que je peux avoir accès à mon bureau? Comment je fais là? Je suis là. Alors, je crois que c'est dans les icônes en bas. Ça doit être la troisième icône en Ah, bas. d'accord. Oui, mais là, il m'a effacé tous les icônes avec son truc. Je Bon, regarde enfin, efface ça, Laurent, je vais le faire moi-même. Tout est bon à rien. je sais pas si je prends en Voilà. même temps, là. Où sont les icônes? Où sont les icônes là? Attends, il n'y a plus d'icônes. Elle est où ton icône? Tu peux me montrer avec Ah, voilà. Alors, c'est la Oui, troisième. C'est ça, la troisième icône? C'est là? oui, oui, Partagez votre écran. Bon, j'essaye. Non, mais attends, il faut que tu choisisses ce que tu veux partager avant. Ah, c'est bon, trop con. Ah, vous les informaticiens, vous me oui, fatiguez. tu ouvres Bon, tes ça y est, documents avec. attends, je vous le Ah, montre. voilà, Ça y ça est, y est. Voilà. je l'ai. Bah, vas-y, montre-leur à tout le monde qui voit. Regardez le cosmos. Voilà, il est là, le cosmos. L'univers, il est où? Ah, ben, il est là, Radius, Bubble Radius, voilà. Et où est-ce qu'est le 495 au carré? Il est là. Tiens, diminue un peu les. On voit pas les. Attends, voilà, attends, voilà. Voilà. Bon, on voit pas l'abscisse, là. Tu peux diminuer encore un peu? Ouais, je peux. Ah, bah, fais-le. Et vous voyez Ah, assez, voilà. là? Voilà, très bien. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en correspondance avec le 495 au carré qui sort là. Il est où le 495 au carré? Il est au milieu. 95 au carré, il est au Il est là, ouais. milieu. Ouais, ben, tu l'as, oui, Là. tu l'as dit. Scalar Et alors là, ça boson. vient d'où? Ben, vous avez un grand gamma, voilà. Les deux constantes d'Atiyah. Petit gamma, Il est à gauche. petit gamma, c'est la constante de l'air que vous connaissez peut-être, une constante mathématique très importante. Et grand gamma, c'est la constante d'Atiyah qui est liée au 137,036 par la formule d'Atiyah. Atiyah a comparé le 137,036 avec le pi. Bon, Atiyah est un grand mathématicien, il est décédé il n'y a pas longtemps. Et j'ai travaillé un peu avec lui. Et lui, il a réhabilité Eddington en disant le 137 était très important. Ils ont eu tort de mettre Eddington au panier, donc finalement. Voilà. Alors, vous avez sur ce schéma, vous regardez bien, il y a deux trucs en vert, là, le photon et le graviton. Là. Alors, ça veut dire le photon a une certaine masse et le graviton aussi. Et les deux sont liés à des dimensions qui sont remarquables. Il y a le 24, c'est la dimension transverse dans la théorie des cordes, et 26, c'est la dimension transverse, plus 2, le modèle des cordes, hein, la dimension des cordes. 24 et 26 sont deux nombres très importants en théorie des cordes, et ça correspond d'une part au photon et d'autre part au graviton. Voilà. Alors, donc, vous verrez dans l'article que je vous ai envoyé, hein, il y a un tableau à la fin, hein, qui montre que alors, oui, il s'est passé quelque chose en biologie aussi. Il faut que je vous explique. Les biologistes, ils n'ont rien fait de bon. Pourquoi? Parce que quand on leur a montré les bases nucléotides de l'ADN, vous savez qu'il y a 4 bases, hein, AT et GC. Et vous savez qu'elles se coupent par 2. Hein, AT se coupe, il y a A et T se coupent et GC se coupe. La première question qu'il fallait se demander, si les biologistes avaient été pythagoriciens, c'est se demander, est-ce que les deux masses sont les mêmes par hasard? Ben, figurez-vous, oui, les masses sont les mêmes à un hydrogène. Ils n'ont pas vu ça. Bon. Alors, quand vous considérez maintenant 3 paires de bases, ça fait en fait 6 paires de nucléotides, on vous obtenez à ce moment-là une masse qui est 1837 fois la masse de l'hydrogène. Et 1837, c'est quoi? C'est la masse de l'hydrogène, c'est 1837 fois la masse de l'électron. On a donc 1837 au carré qui apparaît. Dans le bicodon de l'ADN. Ils n'ont pas vu ça, les enfants. Hein. Alors après, quand vous l'incluez dans la formule de base, hein, vous verrez, vous regarderez le tableau. Là, ici, il y a quand même une représentation du bicodon. Tu peux montrer où est le bicodon là-dedans là? Ouais. Et où? Il est là. Ah oui, voilà. Le bicodon est là, voilà. Pile au milieu, comme par hasard.
pile au milieu, voilà. Pour la dimension 16 comme par hasard, hein, voilà. Bon, alors donc, après, quand vous incluez le bicodon dans la formule principale et que vous élevez au cube, vous tombez sur quoi? Vous tombez sur 2 fois la longueur de cutoff. Voilà. C'est-à-dire que la longueur de cutoff, je vous rappelle, hein, ce qui démontrait que le monde est tachyonique, hein, attention. Hein. Donc, l'ADN est connecté de manière tachyonique avec le cosmos. Hein. Ça va très vite, hein, attention. Hein. Ça gicle, hein, comme dirait l'autre. Alors, les histoires d'intrication quantique, c'est pas lié justement à la supercélérité? Oui, alors ça vient de là. C'est ce qui s'est passé, si je vous explique. C'est que tout le monde a suivi Einstein comme un seul homme, qui a dit la vitesse lumière, c'est une limite, il n'y a pas d'autre tachyon. Hein. En fait, il existait des solutions tachyoniques, mais les gens les ont rejetées. Einstein en particulier. Donc, ils n'ont pas pensé que l'univers pouvait être alimenté ou animé par des vitesses tachyoniques. Ce qui fait que quand ils ont vu le problème de réduction du paquet d'ondes en physique quantique, c'est-à-dire quand vous avez une onde qui part, puis d'un seul coup, paf, elle se concentre en un seul point, ils n'ont pas pensé que ça nécessitait des précurseurs très rapides, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il fallait faire intervenir le cosmos pour expliquer la physique quantique. Donc on ne pouvait pas expliquer la physique quantique, on ne peut toujours pas d'ailleurs, tel qu'ils font, à part nos travaux. Nous, on explique la physique quantique par la cosmologie. Ouais, mais il ne faut pas que que l'auditoire soit confus par rapport aux termes utilisés, et tu fais une grande distinction entre le cosmos et l'univers. Bah évidemment. Et le cosmos, je te dis, il est tachyonique. Ah oui, en fait, c'est quoi la différence entre le cosmos et l'univers? Alors, une bonne question, hein, donc je note la question, on va en parler. L'univers, il est défini par la vitesse c, donc il est très limité. Oui, mais est-ce que tu veux dire en d'autres termes, c'est que le cosmos inclut l'univers? Évidemment, alors l'univers... C'est pas l'inverse, ça n'est pas l'inverse. Non, l'univers est un quantum du cosmos. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'univers dans le cosmos? Ah voilà, une bonne question. Ça, c'est pas tout à fait encore résolu. Donc le cosmos, ça englobe un grand nombre énorme d'univers. Alors la question qui n'est pas résolue, je me souviens, j'ai pas tout compris encore. Un grand nombre d'univers, c'est nouveau ça, tiens. Disons, c'est le concept de multivers, arrête toi. Est-ce que tous ces univers ont les mêmes lois de la... Il y a une série, c'est ce qu'on appelle le multivers, mais ce multivers, il est cohérent. Est-ce que tous ces univers ont les mêmes lois de la physique? Voilà, oui, ça c'est forcé. Ça c'est forcé. Mais il est possible que ce soit tous la même histoire décalée dans le temps. Si ça se trouve, il y a des milliards de Jacques comme toi, hein, Jacques Bellache. Si ça se trouve, il y en a des milliards de milliards. Et ils sont pas dans la même bulle. Ben c'est comme quand on se regarde dans deux miroirs qui se font face à face. On t'en voit plein. Voilà. Bon, ça, c'est pas résolu. Là, j'ai pas encore compris. Là, bon, je suis en train de réfléchir là-dessus. Il y a une question terrible topologique. Je suis pas d'accord, Francis. Ce que j'ai démontré, c'est quand tu as les miroirs qui sont face à face. Quand tu as les miroirs qui sont face à face, tu as une résonance optique. Hein. Ouais, c'est juste une résonance optique. Hein. Ah oui, bien sûr, non, ça, tu as raison. Oui, mais attends, quand tu vas à la supercélérité, ça change. Tout est résonance. Vous-même, vous êtes des résonances, puisque vous vibrez à la vitesse à la pulsation de 104 Hz, 10 puissance 104. Alors, ça fait des gigas de gigas, attention, là. Accrochez-vous, les informaticiens. Vous n'êtes pas dans le coup. Hein. L'univers est beaucoup plus rapide que tout ce que vous avez imaginé. Voilà. L'univers ou le cosmos? Parce que là, tu nous... Forme un couple indissoluble. Le cosmos ne peut pas exister sans l'univers et réciproquement. Ouais, mais parce que l'univers, c'est le quantum de cosmos. Voilà. C'est même un boson. Alors, j'ai démontré que c'était un boson de jauge. Hein. Bon. Ça, c'est dans la suite des bosons. Il y a une régularité dans les bosons. Hein. Et on a l'univers. Carrément, ça, c'est clair. Hein. Il correspond à la suite logique des bosons. Hein. Il correspond à la dimension 30. Hein. Voilà. Ouais. À la dimension 30, vous avez la superpériode. C'est très important, ça.
Donc ça a été démontré aussi facilement en prolongeant le calcul d'analyse dimensionnelle. On tombe sur une période de 10 puissance 57 secondes. Hein. Vous n'êtes pas couché. Hein. C'est-à-dire, dans 10 puissance 57 secondes, vous ferez les mêmes gestes, hein, je vous signale. Hein. Ben oui. Et Laurent, tu raconteras les mêmes bêtises. Là, que tu... Ah, Laurent, il va pas en rater une. Oh, le lolo, nous fait rire. Bon, voilà. Donc, tout est périodique, les enfants. Oh. Et tout est écrit, attention. Hein. Alors ça ne va pas plaire à certains, parce que vous vous êtes cru libre et tout ça quand vous faites quelque chose. Vous n'avez même pas aperçu que le battement de votre cœur, vous ne le contrôlez même pas et tout ça. Vous êtes piloté par le cosmos. Hein. Voilà. Et l'ADN, tout ça, il est branché, c'est un hologramme ligne, enfin, il est sous forme hélicoïdale, mais enfin, c'est un hologramme long, qui est branché direct sur les ondes cosmiques. Et il reçoit des instructions. Voilà. Et c'est comme ça que la vie est apparue sur la Terre, que je vous précise. Moi, je ne savais pas au début. Hein, je pensais que la vie était universelle, bêtement. Et j'ai vu que les dimensions de la Terre sont directement liées aux paramètres cosmiques. Même la Lune, hein, même la dimension de la Lune, les dimensions de la Terre ne sont pas normales, sont reliées directement. Et je vous donne un autre exemple. C'est que la longueur de Kotov, c'est pile la distance Soleil-Uranus. Ah ouais. Uranus, c'est la planète couchée. Hein, sa journée dure 84 ans comme son année. C'est le jour le plus long du système solaire. 84 ans, vous vous rendez compte? Et c'est directement lié à la période de Kotov. Bon, alors il y a aussi des incidences, des incidences biologiques, parce que le temps de Kotov, c'est 9600,6 secondes. C'est 2h40 minutes. Donc ça, je me demande s'il n'y a pas une durée du cycle de sommeil de 2h40 minutes. Bon, ça, il y a des recherches à faire. Disons que là, on ne sait pas tout. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que maintenant, la biologie, grâce à ces découvertes du Bicodon, la biologie rejoint le maillon de la physique. Hein. Voilà. La biologie rejoint la physique avant qu'elle ait été coupée. Ils avaient tout coupé parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce que c'était que les humains. Alors, il y a un autre phénomène qui intervient, c'est au-dessus. Vous avez le thermophoton, vous le voyez là? C'est le photon du rayonnement de fond. Et il est relié directement. Ah, c'est pas marqué. Si, c'est marqué. Il y a le T. Il est directement lié à la température des mammifères. Vous êtes des mammifères. Hein, vous l'avez dit. Hein. Vous avez 37 degrés, mais en Kelvin, ça fait 310,6 Kelvin. Je vous signale, si vous faites le rapport avec la température de fond qui est 2,728 Kelvin, 2,728, ouais, vous avez 113,9, c'est un rapport connu en mathématiques, c'est le facteur d'échelle. Voilà. 8 pi 2 sur log de 2. Et alors, ce n'est pas une seule corrélation. Hein. Vous avez tout un tas de corrélations autour qui font intervenir le point triple de l'eau. Voilà. Donc, il y a une série incroyable de corrélations qui prouvent que le couple univers-cosmos est en équilibre thermique. C'est-à-dire que l'univers est imbriqué dans ce qu'on appelle un thermostat. Donc, le cosmos, c'est le thermostat de l'univers. Et il nous envoie ce fameux rayonnement. Hein. Vous avez entendu tous parler du rayonnement à micro-ondes. Hein. Bon, ben, c'est celui-là. Il vient de tous les coins de l'espace. Ils ont cru que c'était la trace du Big Bang. Hein. Et ça, c'était idiot, parce que on a un équilibre thermique parfait. C'est mieux que 10-5. On ne sait pas le faire pareil dans les labos. Hein. Donc voilà, tout s'explique. Vous avez les bosons, tout ça, les kaons, vous avez les gluons. Si vous suivez la ligne gluon-kaon, hein, ça, c'est les bosons de jauge. Hein. Alors, le gluon, c'est un boson de jauge. Non, pas le kaon. Le gluon. Après, vous avez le boson scalaire. Voilà. Vous passez de 1 à 3. Si vous prenez l'échelle du bas, K égale 1 et K égale 3, les nombres impairs. Après, vous passez à K égale 5, paf, vous avez le boson de Guth, grande unification. Et après, à 7, vous avez N égale 3, vous avez le boson, l'univers comme un boson. Voilà.
Donc c'est extraordinaire. Hein, on rejoint la physique des. Ah oui, voilà, ça c'est pas mal aussi ce que tu. Ah oui, c'est bien comme schéma. Voilà, le cosmos, c'est tout ça, voilà. Là, le rayon cosmique est énorme. Hein. Le rayon de Hubble, ils sont plus réduits, voilà. Et la molécule d'eau est pile au milieu. Et vous avez la longueur d'onde aussi du cosmos qui est un petit peu décalée. Voilà. Et la molécule d'eau est pile au milieu de tout ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Exact. Tu as bien fait de le rappeler. Ouais. Tiens, pour que je le ressorte, ce schéma-là, il était bien. J'avais fait ça il y a longtemps. Mais il est confirmé. Il y en a d'autres. Le point triple de l'eau est fondamental. Ah, tiens. Ah, mais ça, c'est. Voilà, ben ça, on était chez Kotov, c'est celui qui est à gauche. C'est un astronome. Bon, on a été là-bas, à Kiev, on a présenté. On a présenté nos travaux là-bas. Ils n'ont rien compris, bien sûr. On les andouille. Bon, bref. Donc, tu avances. C'est pas fini, il y a ça aussi. Ben, il y en a plein, oui. Ben, c'est les relations holographiques, si vous voulez, elles se sont multipliées. Hein. Il y en a plein partout. C'est d'une beauté invraisemblable. Oui, j'insiste sur ce terme. Le mot cosmos vient du terme ordre en grec. Parce que les armées, quand elles étaient bien rangées, ils disaient, les généraux, ils disaient, ah ben, on a une armée cosmique. Les armées cosmiques, c'est quand ils marchaient tous bien en rang. Hein. Et après, le concept d'ordre, ça a glissé dans le concept de beauté. Hein. Les femmes, quand elles veulent s'arranger, bon, ben, il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse. Hein. Donc, elles s'arrangent tout, voilà. Les produits cosmétiques, tout ça. Donc, il faut bien distinguer entre cosmos et univers. L'univers, ce n'est plus la définition qu'on vous a appris qui englobe tout. L'univers, maintenant, a une définition beaucoup plus restreinte. C'est ce que vous voyez à la vitesse c. La preuve, c'est que l'univers est défini en tant que sphère, rayon de sphère, c'est la vitesse de libération périphérique est égale à petit c. Et c'est la formule newtonienne, pas besoin de relativité. Hein. La relativité ne s'applique plus à l'univers, attention. Hein. C'est là ils ont fait l'erreur du siècle. Hein. Ils ont suivi Einstein, hein. Alors que Poincaré avait bien dit, il ne faut pas appliquer la relativité à la... Il a écrit, hein. On n'a pas écouté Poincaré. Alors, ils ont préféré écouter Einstein. Voilà le résultat. Le résultat, c'est que moi, j'arrive avec les 56 formules qu'ils donnent le rayon fixe de l'univers. Eux, ils sont avec un rayon variable. Tout est variable dans leur système. Et ils ont 96% de l'énergie qu'ils savent pas, de la matière, de l'univers, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, vous savez, c'est la grosse cata en cosmologie. Hein. Et voilà les erreurs, et vous verrez les détails des erreurs qu'ils ont fait, Hubble et compagnie, là, c'est terrible. L'erreur s'est trompée d'un facteur 10 là, dans ces mesures, ce qui fait que le calcul d'Eddington qui était bon n'a pas pu être validé, et à partir de là, les gens après n'ont plus refait les petits calculs 3 minutes que moi je vous ai fait en 3 minutes. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jacques? C'est intéressant. Moi, j'aime bien Jacques. Alors, je lui dévoile. Oui, parce que le sujet du débat. Voilà la salle hypostie. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est entre le deuxième et le troisième pilo. Hein. Vous rentrez par la gauche. Là. Oui. Là, il y a deux vues. Hein. Là, il y a la vue de face. Ah oui, les deux sont bien. Ah oui, les deux sont bien. Ah oui, oui. Mais je regarde d'abord la vue de dessus. Vous rentrez par le deuxième pylône, entre le deuxième et le troisième pylône, et vous avez, regardez bien au milieu, vous avez 2 x 5, vous avez la tétractise qui est représentée par des colonnes géantes. Voilà. Et quand vous regardez en latéral, vous voyez bien qu'il y a 16 colonnes, et c'est 2 x 8, et 8 c'est 7 plus 1, ou 7 c'est 8 moins 1, comme vous voulez. Hein. Mais là, sur le côté, il y a 7 colonnes. C'est pas normal d'avoir il n'y a aucun monument où vous avez des rangées de 7 colonnes. Hein. Là, c'est visiblement, ça représente le nombre de Mersenne, 7 et 8 moins 1. Voilà, bon, ben donc, il y a plein de détails, vous verrez dans les schémas. Hein. Vous verrez les schémas, parce qu'en profondeur, on a 16 dans ce sens-là, mais de l'autre côté, alors comment ça se présente? Ah oui, il y a 16. Et de l'autre côté, il y a 9. Ah oui, c'est ça. 16 et 9, 16 c'est 4 au carré, et 9 c'est 3 au carré, voilà. Ce sont les nombres musicaux, 3 au carré et 4 au carré, les nombres de base de la musique. Hein. Les bases 2 et 3. Donc c'est vraiment, si vous voulez, trop représentatif.
Oh, mais t'as bien fait de venir, Laurent, t'as trouvé des belles figures. Elle est bien, celle-là. Hein. Elle est vraiment bien. Bah, c'est le bouquin, hein. C'est ton Ah, bouquin, hein. Ah, bah, c'est le fameux bouquin. Bah oui, c'est le fameux bouquin. Hein. Oh, bah oui, bon, il y a des détails. Ah, il y a Oui. celui-là aussi. Ah oui, elle est bien, celle-là. Ah, oui, montre celle-là. Je l'ai mis dans le document. Ça, c'est les mesures de G. Regardez le travail. Ils n'arrivent pas à mesurer G. Sauf les deux mesures qui sont à droite, là, verticales, qui se correspondent. C'est les deux mesures faites par Terry Quinn ou BIPM. Et nous, on tombe pile dedans. Hein. Et tous les autres, c'est des farceurs. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça montre bien que le système scientifique, quand ils ont un truc comme ça, ils ont pris la moyenne, ils ont dit que c'est la bonne valeur, alors qu'il ne faut jamais prendre des moyennes avec des mesures qui ne se recoupent pas. Il y a une des deux qui est forcément très fausse. Donc, ils ont fait une erreur de base, de débutant. Hein. Ils ont donné une mauvaise valeur de G. Tant pis pour eux. Hein. Là, ils vont se casser la gueule, là, vous allez voir. Ça va, un jour, ça va regarde, quand tu regardes le tableau, tu vois que BIPM-01, ça veut dire que c'est fait en 2001, à 40 ppm. Et en dessous, la deuxième mesure qu'ils ont fait en 2014, à 24 ppm. 14, oui, 2001 à 2014, voilà. Ouais. Ils ont refait, ils ont fait 13 ans. Les deux mesures se. Ouais, 13 ans après, non, mais c'était sérieux ce qu'a fait Terry Quinn. Seulement maintenant, il a pris sa retraite et il est passé là-bas. Il est passé là-bas à l'Institut. Et c'est bizarre que ça ne se recoupe pas. Est-ce que ça veut dire que G serait variable? Ah, alors ça a été. Ah, voilà. Ça a été invoqué. Mais on a regardé avec Bisois, ça ne tient pas la route. G est fixe. La preuve, ils ont trouvé exactement la même valeur à 13 ans d'intervalle. Hein. Ouais. Donc G n'est pas variable. Oui, mais toutes les autres mesures qui ont été faites par la suite ne correspondent pas du tout. Ben oui, parce qu'ils se sont copiés. C'est le principe du copiage. Ah oui, tu as regardé les schémas que je t'ai envoyés les derniers, Laurent? Il y a le modèle du copiage. On voit que les gens, quand il y a une mauvaise valeur, tu as tout de suite une dizaine de labos qui trouvent la même valeur. Hein. Ouais, mais Le copiage systématique. Ah oui, ben ça c'est classique. Donc quand on donne une mauvaise valeur, ben les gens ils s'arrangent pour trouver cette valeur-là. C'est-à-dire, c'est un système scientifique. Vous savez, on dit oui, il y a des problèmes avec les milieux médicaux, tout ça. Oui, mais là, on montre que dans les sciences dures, ah ben c'est pareil, il y a des magouilles, il y a des tromperies, il y a des erreurs de débutants. Ah ben alors, c'est pas des sciences dures. Ils disent que c'est des sciences dures parce qu'ils basent tout sur les mathématiques. En fait, il y a toujours, c'est vrai, il y a toujours la deuxième méthode, celle de Newton, qui consiste à partir des faits observés et remonter aux théories. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, ce que j'ai fait la méthode Newton et pas la méthode Einstein. Donc Einstein est complètement déboulonné. Hein. Si vous voyez une statue d'Einstein, vous demanderez de la patauger avec de la peinture noire. Hein. Et au contraire, si vous voyez une statue de Newton, c'est de déposer une gerbe. Hein. Parce que Newton, il avait bien dit, moi, je ne fais aucune hypothèse. Hein. Il a écrit ça, hein. Avec son latin, il parlait en latin. Il avait écrit hypothesis non fingo, là, donc on fait du latin. Ouais. Et alors donc, lui, il a suivi de près les lois de Kepler, là, il y a une force, voilà. Il a tout. Et en plus, comme vous allez voir dans le document que je vous ai envoyé, il a vu un défaut dans sa gravitation universelle. Il a dit, mais oui, mais si tout s'attire, tout va s'effondrer. Il s'est dit, ah. Il a dit, zut, est-ce que je publie ou je publie pas? Il a hésité à publier. Alors, il a quand même pris une décision de publier, mais il a dit, il doit y avoir une force qui maintient l'univers. Et ça, je la dédie à Dieu. Il a invoqué. Il doit y avoir une force divine, il a dit. Et or, cette force-là, quand on regarde la forme la plus simple d'une force, l'expression d'une force, c'est masse, longueur, témoin de. Hein. C'est donc l'expression la plus simple, c'est proportionnel à la longueur. Et quand vous regardez les équations que la fameuse constante que Einstein avait rajoutée, la constante cosmologique, c'était équivalent à une force proportionnelle à une longueur. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette force, ça repousse les galaxies, ne se repousse qu'à partir d'une certaine distance. Et après, ça va être accéléré.
Donc, il y a deux conséquences. Hein. D'une part, l'accélération de la récession qui a été observée, et d'autre part, le groupe de galaxies ne subit pas la récession. C'est pour ça que le groupe de galaxies est stable. Et c'est ça qui fout en l'air aussi tout le. Donc, autrement dit, ils ont rien compris. Et Einstein, le premier, n'a rien compris. Mais quand tu dis ça, tu fais pas un parallèle avec le magnétisme qui fait que. Ouais, Einstein, non, Newton avait fait des parallèles. Si, il a fait beaucoup de parallèles avec le magnétisme. Parce qu'il a dit une force à distance, c'est bizarre quand même, mais il avait l'exemple du magnétisme. Ça l'a aidé. Ouais, ça l'a aidé. Bon, ben voilà, donc je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Tu as d'autres questions, Jacques? Oh, non. Ça va? Non, là, j'ai pas d'autres questions. Tu as à peu près tout compris. Bon, tu réalises bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tous les domaines scientifiques se réunissent, y compris les mathématiques. Bon, en fait, les mathématiques, c'est la théorie des nombres. Hein. C'est les mathématiques soi-disant les plus compliquées. Or, même dans une théorie très compliquée, il y a une équation la plus simple. C'était l'équation de Kepler, je vous signale, la troisième loi de Kepler. C'est une relation Diophantine. Donc on peut démontrer qu'à partir de là, on déduit la mécanique quantique. Voilà. Il suffit de numéraliser un nombre entier. Tu as d'autres questions, Jacques? Non. On peut peut-être arrêter, là, je peux arrêter Tu pourras demander à Nadia pourquoi elle ne vient pas, hein, Nadia. Oui. Tu l'appelleras, la pauvre Nadia. Bon, Michel, il ne répond pas, il a coupé son micro.